with X-rays. Get more power than ever before. Alors, nous sommes heureux de te retrouver, Jean-Marc Deschamps. Hein. Ben merci beaucoup, moi aussi Patrick. Ça faisait combien d'années qu'on s'était pas vu, puisqu'on avait fait l'attraction Star Wars, l'Empire contre-attaque? L'Empire contre-attaque, c'était en 80, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, donc voilà, nous sommes de retour ici pour cette fois-ci élargir le cercle de tes amis. Merci, au revoir. De mes amis, mais surtout de la science-fiction. Oui, et des ça années oui, je veux 50. bien l'élargir, d'accord. Si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc ça, c'est vachement important. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu fais cette exposition. Alors, pourquoi je me pose toujours la question. Et tu l'as décidé quand, cette exposition? Alors tu connais les Gentlemen Collectionneurs, qui est l'association que je représente. Tout à fait. On travaille depuis maintenant pas mal d'années avec Olivier pour plonger le public dans un thème que l'on a choisi l'année d'avant, pour celle d'année d'après. Donc on a exploré les 40 ans d'Alien, on a fait les 50 ans de Star Trek, on a fait les 40 ans de Battlestar Galactica, on a fait Cosmos 1999 aussi, on a parlé de l'univers de Jules Verne, etc. Et Star Wars, on a fait l'Empire contre-attaque en 1980 pour les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Ça n'a pas été trop long, 2 ans alors, pour préparer? Ça a été long parce que les salons nous manquaient énormément. Et le contact avec les contact avec les gens, parce que tu sais que je n'aime pas du tout parler. Non, ça je sais bien. Ça je m'en étais pas du tout aperçu. Absolument pas. Donc voilà. Et cette année, enfin, normalement, on devait faire les 40 ans de l'Empire contre-attaque en 1980, en 2020, et 2021 devait faire les années 50. Avec à cause du Covid, on a eu un problème. Vous connaissez tout ça. Donc cette année, on a décidé avec Olivier de faire double thème. Lui s'occupe de son côté de l'univers de Leiji Matsumoto. Voilà, Japanimation. Japanimation, tout à fait. Alors Space Cruiser Yamato, Albator, Galaxy Express. Alors ça, c'est sa partie à lui. Et puis, toi, t'aimes bien la Japanimation? J'aime, mais je ne suis pas fan. J'apprécie, j'aime beaucoup Albator, j'aime beaucoup les designs, surtout d'Albator. Ah oui, j'aime bien. Mais Albator en particulier parce que j'ai un côté pirate. Tu retrouves à l'intérieur. Oui, à l'intérieur je ne sais pas, mais en tout cas, tu te retrouves dans le personnage. Absolument. Le personnage et puis surtout le vaisseau. Son bateau pirate volant dans l'espace, je trouve ça absolument magique. Les chansons du film, etc. Alors les chansons du film, et puis je reviens. Et les vaisseaux. Et dans Galaxy Express aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait cette locomotive de l'espace qui me rappelle beaucoup Jules Verne avec de la Terre à la Lune, puisqu'il avait décrit des trains de projectiles qui vont vers la Lune, voilà. Et donc lui, alors... Ils sont arrivés sur la Lune ou pas? Ah non, mais ils ne sont pas encore à cause du Covid. Bah voilà. Et des grèves aussi, parce qu'il y avait des grèves. Vendredi, il y avait les grèves. Ça écoute, les SNCF qui font grève dans l'espace, alors là... Là, c'est la totale. Bon, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires de la SNCF. Et de l'autre côté, donc mon univers qui n'est pas du tout apprécié par Olivier, mais ce que je peux comprendre, c'est l'univers de la science-fiction dans les années 50. Et c'est tout ce qui est... ça nous touche tous là, tous les fans de cinéma fantastique. Écoute, moi j'ai baigné dedans quand j'étais gamin. Christian aussi, on a tous baigné dedans. Et je trouve que c'est un univers qui est fabuleux. On trouve des soucoupes volantes, on trouve des extraterrestres, donc des martiens, des vénusiens, Klaatu, Barada-Nikto. On trouve la conquête de l'espace, on trouve des fusées, on trouve des stations spatiales, on trouve des monstres, Godzilla, on trouve le mutant métallunien de This Island. En fait, ça touche tous les pays. En fait, ça touche en fait beaucoup d'univers dans le même univers qu'est la science-fiction. Voilà. La guerre des mondes, j'ai oublié de le citer. Tintin, on a marché sur la Lune. Et en fait, c'est très éclectique. On en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les formes. Et le jour où la Terre s'arrêta. C'est magnifique, voilà, c'est ça. Et je voulais l'explorer parce qu'en fait, les années 50, il y a déjà 72 ans
Ça a débuté en 50. Alors, on débute avec... Ça ne rajeunit pas tout ça? Non, mais comme je voyage dans le temps, tu le sais. Ouais, je sais bien. Voilà, je sais bien. enfin, Cette bon, capacité que moi je n'ai pas. Hein. Oui, voilà, mais moi je voyage dans le temps. Voilà, ouais. Ça permet de voyager dans le temps. En fait. Voilà, absolument, et ça permet donc d'explorer ce monde-là magnifique. Et je voulais retrouver l'ambiance magique de cette époque-là, des couleurs, des formes, etc. Alors on débute de 1950 à 1959. Alors 1950. Alors 1950, le premier grand film de 1950, c'est Destination Moon. D'accord. À Destination de la Lune, parce que le film est sorti en France et en Belgique. Et en Belgique, il a inspiré un certain monsieur Hergé. Je ne dirai rien. C'est qui ce monsieur, tu le connais? C'est un monsieur qui a pris beaucoup de choses sur Destination Moon et qui en a fait Objectif qui Lune, s'amusait avec sur la Lune. Voilà, qui s'est amusé avec Tintin sur la Lune. Voilà. Donc ça, c'est le premier grand film. Produit par Georges Pal. Ouais, le grand Georges Pal, et c'est le premier film qui montre de façon crédible avec la science de l'époque, en tout cas les théories scientifiques de l'époque, une exploration lunaire, ou en tout cas une conquête lunaire possible. Qui est le rêve de tout humain en fait. Qui était le rêve de beaucoup d'humains, et de Jules Verne déjà de 1865. Voilà, absolument. Et donc de 1950 jusqu'à 1959. Alors c'est quoi 1950 le dernier film, c'est justement Plan 9 from Outer Space, le fameux film qui est tant décrié, dont on dit que c'est le plus mauvais film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Bon, après, alors pour l'anecdote... D'où a tiré un excellent film de Tim Burton. De Tim Burton, absolument. Ed Wood, qui était réalisé par Ed Wood, justement. Voilà. Et donc, figure-toi que dans ce film-là, et ça, je trouve ça vachement bien, pour parler le bon français, c'est que les trucages étaient vraiment très rudimentaires et que les soucoupes volantes que l'on voit dans le film, parce qu'il y a une invasion extraterrestre, étaient suspendues à des fils. C'était vraiment très basique. Et ben les soucoupes volantes provenaient de maquettes de commerce. Ah d'accord. Il faut se débrouiller avec les moyens qu'on a. Et ben ouais, lui s'était débrouillé, donc il avait acheté des maquettes du commerce et puis il avait simplement modifié le cockpit et puis bon voilà. Ça Ce qui est assez fou que toi tu mets beaucoup plus de travail pour fabriquer des secoupes et tout ça pendant 1 ou 2 ans. Ouais mais moi j'ai fait pareil que lui, j'ai pris une maquette du commerce, elle est là, Monaco Secoupe. Mais tu l'as amélioré quand même, tu l'as pas mis comme lui. Non. Bon, il n'y a pas les fils, on voit pas les fils chez moi. Voilà. Sinon, écoute, on passe, il y a La créature du lac noir, que en France on se rappelle avec la dernière séance d'Eddie Mitchell en 3D avec les fameuses lunettes qui étaient en vente ou en tout cas fournies dans le programme télé. Absolument, c'est un super souvenir pour beaucoup de fans. Voilà, alors donc on a parlé de la fusée de Tintin, on a le choc des mondes avec cette fusée où la Terre est percutée par un astre et donc les survivants partent à bord d'une fusée spatiale qui est une arche et qui va se poser sur notre planète et recommencer l'aventure humaine. La guerre des mondes, je veux dire, même s'il y a eu un remake par Spielberg, l'original est supérieur. Pour moi aussi. Bien que j'aime bien la version Spielberg. Le film de Spielberg est bien, bien sûr. C'est Spielberg. Mais la guerre des mondes de cette époque-là. Et pour moi, il y a un superbe souvenir et le film. Pour moi, il y a quelque chose de mieux. Bon, il y a une ambiance qui est absolument magique et ça j'apprécie beaucoup. Et alors tu vois, il y a une grande fusée là blanche. Et bien figure-toi que c'était une fusée qui avait été construite pour le parc d'attractions de Tomorrowland, le parc d'attractions de Walt Disney en 1955. Et cette fusée là elle a une histoire puisqu'elle avait été imaginée, le design avait été imaginé par le grand Werner von Braun, le monsieur qui avait fait les V2 pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a construit également la fusée Saturn V qui a permis aux Américains de mettre des hommes sur la Lune avec les missions Apollo. Et ben c'est ce même monsieur qui
a eu une collaboration avec Walt Disney et qui a conçu et fait construire cette fusée en plein milieu du parc. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. Ouais, non, c'est remarquable. Et figure-toi que moi, c'est ce qui me passionne dans tout ça, quand on commence vraiment à creuser les choses et à s'y intéresser, c'est que figure-toi que c'est grâce à cette collaboration avec Walt Disney et sa collaboration avec un magazine américain qui s'appelait Collier's, donc dans les années 50, qu'il a eu enfin la crédibilité et l'écoute nécessaire des militaires américains. Et c'est grâce à ça que les militaires américains ont mis leur premier satellite artificiel en orbite, alors qu'ils s'étaient fait damer le pion par les soviétiques en 1957. Ouais. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc c'est grâce à de la science-fiction qu'il a convaincu des militaires réellement de concevoir l'appareil qui allait emporter le satellite qu'il avait imaginé, Explorer 1. Voilà, Explorer 1. Comme quoi, tu vois, c'est tellement important d'essayer de créer des choses qui vont servir pour l'humanité. Oui, effectivement, ça a servi l'humanité. Tu vois, on débute sur un truc de science-fiction complètement, on va dire, rêvé. Hein, on fantasme sur quelque chose et puis soudain, ça devient une réalité, mais une réalité qui est là pour le coup évidente et qui a une retombée dans le public. Alors de quoi tu es le plus fier là, sur ton stand? Il y a beaucoup de choses dont je suis très très fier parce que comme on l'a dit en début de conversation, il y a un éclectisme, une diversité de formes, de couleurs, il y a des personnages, il y a entre guillemets des monstres, il y a des personnages emblématiques, Klaatu qui débarque sur Terre et avec son robot Gort, un grand moment du cinéma, 1951. Écoute, il y a 2-3 films qui me tiennent à cœur, qui me tiennent vraiment à cœur, mais je peux pas dire vraiment avec une grande distinction, une grande différence, mais vraiment il y a 2-3 films qui me tiennent à cœur. La Guerre des Mondes, qui est mon film préféré de cette période-là, alors qu'on peut parler de Planète Interdite, qui est le grand film de cette période. Planète Interdite, c'est géant. Ah, Robbie le robot, grandiose. Par contre, les effets spéciaux de l'époque, le film il est toujours au niveau en ce moment. Grandiose. À notre époque. Absolument grandiose. C'est incroyable. Alors l'anecdote sur Planète Interdite, c'est que il a le contre-pied de ce qui était réalisé à son époque. Qu'est-ce qui était réalisé à son époque? On avait des extraterrestres qui débarquaient sur Terre pour généralement l'envahir et asservir les terriens, mais débarquaient sur Terre à bord de soucoupes volantes. Là, dans Planète Interdite, on a un équipage militaire terrien qui débarque sur une planète extraterrestre avec un vaisseau spatial qui est soucoupique. C'est pas une fusée, c'est en forme de soucoupe. Et je trouve vraiment grandiose. Et puis bon, il y a tout l'univers du film avec le robot, etc. Et alors parlons-en du robot. On parle toujours de science comme avec l'ufologie où les militaires, en particulier avec le crash de Roswell, se seraient inspirés de la technologie extraterrestre pour construire des véhicules expérimentaux comme les F-117 et compagnie. Et dans Planète Interdite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Robbie le robot qui a été créé par le professeur Morbius, qui est un terrien, mais grâce à des technologies réelles extraterrestres. Donc on a un mix de sciences entre de sciences extraterrestres et plus ou moins terriennes. Tu vois, je trouve ça extraordinaire. Alors ton troisième film? Alors le troisième film, c'est Les Survivants de l'Infini. Oh, ben, monsieur. Avec cette fameuse créature de mutant avec sa tête hypertrophiée qui a inspiré un des personnages de Star Wars, dans la cantina, hein, sa grosse tête. Et j'aime beaucoup ce film-là parce que là, pour le coup, on a des extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui demandent l'aide aux terriens pour aider à développer un armement et pour combattre un ennemi qui les embête depuis des lustres. Des millénaires. Voilà. Et le film, alors lui aussi, il a une anecdote, tu vois, c'est que d'abord, il a été tourné en un Technicolor. Magnifique photographie, une magnifique couleur éclatante et c'est le film qui avait été projeté
par George Lucas à ses collaborateurs chez ALM pour qu'ils s'inspirent des explosions parce qu'il n'arrivait pas à faire des explosions comme Lucas voulait. Et donc il a diffusé, il a projeté sur un écran à ses techniciens, ses artistes, comment dire, le film donc Les Survivants de l'Infini, pour qu'ils regardent comment les explosions étaient belles pour les refaire. C'est incroyable quand même. C'est quand même grandiose. Enfin, de toute façon, voilà. Tout ce que tu décris dans ton univers, ça a donné Star Wars. Alors, tu es très proche de la réalité, pour pas dire quasiment la réalité. R2D2 est inspiré d'un film qui s'appelle Silent Running, qui a été réalisé par Douglas Trumbull, qui nous a coûté alors. Pour moi, c'est une grande tristesse. Hein. Je le dis tout de suite, j'ai versé ma petite larme, j'ai pas honte de le dire. Sur Star Wars et tout ça. Il a travaillé surtout sur 2001, mais c'était un monsieur d'une grande humanité et d'une connaissance et d'un génie, parce que c'est un génie, Douglas Trumbull. Sa disparition m'a donné beaucoup de tristesse. Et donc, R2D2 est inspiré des drones que l'on a dans Silent Running, et les drones de Silent Running sont inspirés d'une capsule de maintenance avec des bras manipulateurs issus de la production Disney de l'époque, qui se trouve derrière ce petit véhicule-là. Donc il y a une sorte de filiation de décennie en décennie jusqu'à obtenir le fameux R2D2, l'astromech, qui va réparer le vaisseau, et en particulier de la princesse Leia, et qui est derrière les vaisseaux, etc. Toute une génération. Et qui a marqué une génération. En fait, les années 50 sont la transposition, on va dire, des pulps fin des années 20, des années 30, 40, transposition sous forme cinématographique, alors qu'on avait des romans et des romans avec des illustrations, généralement c'était des couvertures, et les années 50 ont inspiré les films ultérieurs, dès les années 60 jusque dans les années 80, puisqu'on a eu des remakes comme par exemple La Chose de notre monde, The Thing de Carpenter était un remake du film du début des années 50. Voilà. Le Blob, c'est pareil. C'est le creuset par lequel vraiment beaucoup de choses ont débuté et ont continué surtout. Alors, je voulais te demander, l'année prochaine, qu'est-ce que tu nous prépares ? Je ne sais pas si je dois le dire encore, Patrice, mais on essaye de... un petit détail qui nous met sur la voie, un petit peu. Hein. Ça va flinguer dans tous les coins. Oh bon, d'accord, ok. Bon, voilà. On n'est pas loin d'Aliens ou des trucs comme ça? Non. Il y aura, ce sera intégré dedans, bien entendu, mais ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus ouvert. Je ne peux pas en dire plus parce que sinon après je vais je vais user mes cartouches. Les gardiens de la Je vais user mes cartouches. Je vais user mes cartouches. Tu verras plaisir. Tu verras. Voilà. Merci beaucoup à toi pour cette interview. On était très contents. Eh bien merci d'être là à Migène et te rencontrer une nouvelle fois. Ok. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.